Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler d'écran de soutènement sismique discontinu. Alors déjà en préambule, je précise, c'est un retour d'expérience. Il s'agit de solutions retenues par Bot Fondation qui sont pour nous en tout cas des solutions qui nous semblent pertinentes. Mais c'est également des solutions qui ont retenu le consensus du bureau d'études, du bureau de contrôle de la maîtrise d'œuvre. Par moment, on aurait pu aller plus loin dans les modèles, mais on doit rester parfois sur des choses compréhensibles par tous, modélisables et vérifiables aussi par tous, pour pouvoir aboutir au consensus en exécution. Alors, rapidement dans le sommaire, je vais présenter vite fait quelles sont les charges sismiques auxquelles on est confronté. En exécution, c'est plus terre à terre que les deux présentations précédentes. Ensuite, un point qu'on rencontre souvent, c'est quelle est la validité du modèle du bureau d'études. Ensuite, comment on va traiter les charges. Alors, déjà, les charges sismiques. D'une part, on va avoir le torseur issu du calcul structure. Donc, c'est la donnée d'entrée du bureau d'études structure. Donc, cette donnée-là, il faut la contrôler, la vérifier et idéalement, quand on a le temps, il faut itérer entre le fondeur et le structuriste. Donc ça, j'y reviendrai. Ensuite, on a la poussée du sol. Donc ça, pas le sujet de la présentation actuelle. C'est calculé à l'aide de l'Eurocode 8 partie 5. Et ensuite, on a un éventuel effet cinématique G de Z qui est négligé pour les parois. Donc là, on voit les efforts à prendre en compte pour dimensionner l'écran de soutènement. Alors si on fait un focus sur la problématique, on peut voir que l'effort inertiel donne un couple d'efforts V et M, schématiquement. Et du coup, comme la paroi est discontinue, le voile n'est pas un diaphragme. Donc en fait, on va avoir un effort de cisaillement entre ce que j'ai appelé le voile. Donc c'est la partie béton projeté, par exemple, dans une parisienne entre les pieux, et les appuis qui sont les pieux. Et c'est cette rotation de chaque élément les uns par rapport aux autres qui peuvent créer des désordres et qui sont à prendre en compte. Alors si on fait déjà un rapide tour d'horizon de la problématique, on peut voir que pour les parois berlinoises, au final, on a une continuité béton et on peut avoir une continuité des armatures si on fait passer des armatures côté terre à travers l'aile du profilé. Pour les parois parisiennes, on n'a pas forcément le même béton entre le voile et le pieu, mais on peut avoir une continuité des armatures. Alors pour les pieux sécants, donc là on n'a clairement pas la continuité des armatures, et pour le béton on l'a rarement, vu qu'en général les pieux primaires on préfère les faire dans un béton moins résistant pour permettre la foration des pieux secondaires armés. Alors pour les pieux jointifs ou quasi jointifs, là on n'a ni l'un ni l'autre. Et enfin pour la paroi moulée, alors on a une continuité béton. Par contre, la continuité des armatures n'est pas assurée au niveau des joints. Alors là, je fais un bref rappel sur la poussée du sol. Donc les formules sont données dans l'Eurocode 8 partie 5. Donc en gros, c'est pour l'exécution, ce qu'on prend en compte, c'est une poussée supplémentaire dont le delta dépend de est-ce que la paroi est souple, est-ce qu'elle est rigide. Ensuite, on ajoute tout simplement ce delta dans le logiciel de calcul. Et ça donne des efforts, donc des moments et efforts augmentés dans les appuis. Alors ensuite, comme je l'avais dit, il faut s'interroger sur la validité du modèle du bureau d'études, vu que cela peut avoir un impact important sur la viabilité du modèle. Notamment, est-ce que si les hypothèses que le structuriste a pris en compte ne sont pas justes, ou ne correspondent pas exactement aux hypothèses que nous on a pris en compte pour dimensionner la paroi, on peut avoir des divergences et donc des problèmes à reprendre les efforts donnés. Donc là, premier cas, c'est une paroi qui est prévue dans nos études discontinues en pieux parisien, qui a été modélisée comme un voile continu. Donc là, idéalement, on aurait aimé pouvoir faire des itérations en paroi discontinue. C'était pas possible du fait du délai serré. Donc on s'est adapté, on a adapté la structure
En fait, on a créé un voile continu, donc avec ces aciers-là qui sont transversants. Et ça permettait de modéliser un diaphragme et donc d'être cohérent avec les hypothèses de la structure. Ensuite, on avait un cas similaire en fait. C'est le cas qu'on rencontre très souvent, vu qu'en général, les bureaux d'études structure lancent les calculs avant que le fondeur puisse s'impliquer un peu dans les études. Vu qu'ils ont dû faire les études pour pouvoir donner la descente de charge pour que le fondeur puisse chiffrer. Et donc, ils chiffrent en faisant très généralement des diaphragmes. Donc là, on avait le cas, un paroi qui avait été retenu en pieu séquent, mais modélisé comme diaphragme. Donc les efforts étaient fortement majorés par rapport au cas réel. Et là, on avait impossibilité de reprendre les efforts dans les pieux séquents. Donc on a dû modéliser le comportement, on a demandé à ce que soit modélisé le comportement réel, donc en supprimant le voile, donc c'est ce qui est orangé, et en rajoutant tout un tas de pieux. Tous les pieux porteurs, en fait, on les a représentés avec la raideur linéique. Et là, on a pu reprendre, vu que du coup, les efforts, ils passaient dans tous les refends et dans tous les voiles du sous-sol. Et ensuite, on a le cas qui est pour nous un peu idéal, qui est le cas où de base, il inclut une itération entre le structuriste et le fondeur. Donc là, par exemple, c'était un projet en paramoulé qui a été modélisé comme une succession de barrettes. Chaque barrette avait un frottement à l'interface entre barrettes, donc au niveau du joint. Donc c'était bien modélisé comme un écran discontinu, on avait les efforts par panneau. Et petit aparté sur ce point, malgré le fait que le modèle était pour nous cohérent entre ce qu'on réalisait et était cohérent avec ce qu'on réalisait, les efforts étaient quand même trop importants, donc il était nécessaire d'adapter la structure. Donc bon, même si on mène le calcul aussi bien qu'on peut, il y a parfois la structure telle qu'elle est prévue ne suffit pas. Donc il faut être prêt à adapter cette structure. Mais au moins là on savait que c'était pas un problème numérique, c'était vraiment il fallait rajouter un contrôle. Alors ensuite, donc ça c'est la partie plus terre à terre dans notre métier, c'est on a des données qui sont fournies par le bureau d'études techniques, comment on va les traiter. Donc on a deux cas généraux. Donc le cas idéal, c'est quand il y a des itérations. C'est le cas qui amène le plus de sécurité, vu qu'au moins on va parler un langage commun entre le fondeur et le structuriste. On va avoir les mêmes hypothèses de calcul, les mêmes raideurs. Du coup, va avoir confiance dans la modélisation. Et ensuite, le deuxième cas, c'est le cas avec un torseur en milieu de voile ou un torseur linéarisé, où là, le traitement va dépendre de si la paroi est continue ou discontinue. Alors, quand on a une descente de charge définie par pieu, donc on a à nouveau deux cas. C'est est-ce que le pieu est modélisé sur toute sa hauteur? Donc là, c'est le cas 1. On le voit, on a des petites raideurs en frottement le long du pieu, ou des barrettes, hein, enfin des panneaux de paramoulés. Et on a une raideur en point. Et ensuite, on a le cas 2 où le pieu est modélisé sur la hauteur de la fouille, sur la hauteur vue, et ensuite, c'est un appui ponctuel. Donc, bon, c'est la base sur le schéma de droite. En pied de pieu, on rentre un ressort. Alors, quand le pieu est modélisé sur la hauteur, sur toute sa hauteur, donc normalement, il n'y a pas d'itération à prévoir. Ensuite, il y a un petit bémol. Ça s'accompagne d'une vérification importante des hypothèses. Le modèle numérique pour le structuriste est plus compliqué à définir. Bon, sur la hauteur vue, donc c'est les données béton instantanées, et sur la hauteur dans le sol. Donc on va prendre le module instantané de Ménard, on va rentrer les paliers, donc palier de fluage, palier de rupture, et en vertical on rentre la raideur obtenue par Franck Ezao, et du coup normalement il n'y a pas d'itération si le modèle est rentré comme ça. En vrai, souvent le structuriste ne va pas être en mesure de définir ce diagramme là parce que c'est pas simple de rentrer des paliers et certains logiciels de calcul ne le permettent pas, enfin certains logiciels métiers. Du coup ensuite en fait il faut vérifier les hypothèses. Une fois qu'il nous a fourni la descente de charge, c'est est-ce que effectivement on est là par exemple et c'est bon. Si on est là, il faut définir une nouvelle raideur, reprendre les calculs et en fait itérer. Et si le pieu
est modélisé sur la hauteur de la fouille, puis ensuite il y a un appui ponctuel. Donc là, le modèle préconisé, c'est celui du cahier technique 38. Et on considère que l'itération est bonne si à l'itération n, on a moins de 10% de changement par rapport à l'itération n-1. Et là, en fait, on modélise la partie inférieure dans un logiciel de calcul, donc Rideau, Carea ou autre. On en déduit simplement la raideur et ensuite on itère. Et un usage en tout cas que nous on applique, c'est on va dégrader sur 4 diamètres le module et la pression de feuillage par 2, qui est recommandé dans la norme 262. Ensuite, quand on a une descente de charge définie par panneau, donc pour des paramoulés, donc en fait c'est similaire aux 2 slides précédentes, c'est juste que là on va utiliser le module de Schmitt et on va inclure dans la modélisation les frottements béton à l'interface entre panneaux. Et je fais un petit aparté sur les modules de Schmitt. Donc ça c'est un schéma qui est issu du cahier technique 38, paragraphe 6.1. Donc on a les effets inertiels, donc c'est la descente de charge statique globalement. Donc on voit qu'on a un module, un rapport E sur E max qui est environ 10%. Et ensuite dans les effets cinématiques, donc là en petite déformation, petite distorsion pardon, on a plutôt un rapport E sur E max à 60 à 80%. Donc en fait on va retrouver le rapport 6 du module de Ménard entre le module long terme et très court terme. Et du coup il y a possibilité de majorer, de prendre en compte en sismique un module de Schmitt plus représentatif. Alors là je fais un rapide focus sur l'interface entre panneaux. Parce que donc un panneau de paramoulé à modéliser c'est pas facile vu qu'en soi on a une continuité béton mais la continuité des armatures n'est pas assurée. Donc nous l'idée qu'on a eu c'est de représenter des éléments filaires et ces éléments filaires, l'inertie en fait ça correspond au volume béton qui est remplacé par cet élément filaire et ça permet de modéliser plus finement vu que si jamais on a un effort selon Y, toutes les caches sont indépendantes, les éléments filaires ne participent pas. On fait des éléments filaires courts, hein, c'est quelques centimètres. Et si on a des efforts selon X, là les éléments filaires rentrent en jeu et ça donne un calcul qui nous semble plus juste. Alors, en soi, si on a un torseur maintenant linéarisé, donc là, on peut le traiter tout simplement avec un logiciel aux éléments finis. Donc là, c'est un modèle Gretek qu'on avait fait. On a représenté les différents pieux porteurs, on a représenté le torseur en haut. Ça nous permet de déterminer les zones en traction, le ferraillage correspondant et les efforts aux appuis. Et si on a un torseur ponctuel, donc là, le torseur ponctuel, son inconvénient, c'est qu'il est au centre du voile et du coup, il va modéliser, il va faire participer beaucoup trop fortement les pieux qui sont situés aux abords directs du point d'application du torseur en négligeant complètement les pieux qui sont sur les côtés. Donc ça nous semble pas cohérent parce que il n'y a pas de raison en réel que l'effort il soit pile au centre du voile, mais non, il est linéarisé. Donc on va le linéariser. Donc là, je vais présenter rapidement le diagramme de linéarisation. Et si jamais il y a des efforts verticaux, le diagramme est décalé des efforts de compression correspondants. Et ensuite, du coup, avec ce genre de modèle, c'est très facile à calculer les résultats, à voir les efforts dans le voile et les efforts dans les appuis. Alors, pour finir, donc ce qu'on peut voir dans la pratique, c'est qu'au final, en sismique, c'est un domaine où on a moins de retours, où les entreprises en exécution tâtonnent un peu plus qu'en statique, où une descente de charge, c'est statique, on l'a assez souvent et très facilement, et il n'y a pas trop d'itérations à prévoir. Là, il y a vraiment une phase préalable où il faut se mettre d'accord sur le langage commun, sur ce que chacun veut, et ce que chacun est en mesure de fournir avec son modèle et son logiciel. C'est vraiment quelque chose d'important que parfois qui est négligé dans les autres chantiers où on commence un peu en retard. Là, il faut essayer d'échanger et d'itérer
Donc dès le début du marché, il faut qu'il soit prévu un temps d'étude juste pour l'itération, pour que au plus vite ensuite on ait une itération viable. Et du coup, il faut aussi que les ingénieurs, tant du côté bureau d'études structure que bureau d'études géotechniques, soient disponibles en même temps pour pouvoir suivre les itérations. Et donc on a besoin de traiter les données pour les rendre exploitables. Et ensuite, après la modélisation, selon les efforts en jeu, c'est pas trop l'habitude qu'on a, enfin en France en tout cas, France métropolitaine je veux dire. Mais il peut être nécessaire d'adapter la structure pour créer des diaphragmes ou renforcer certaines parties de la structure génie civil pour réduire les efforts transmis à l'écran de soutènement. Merci pour votre attention.